Outre les divers stupéfiants toxiques et alcaloïdes qui font tant de dommages à l'humanité comme nous l'avons mentionné, il y a aussi l'addiction à l'alcool. L'alcool est la plus ancienne substance connue. Et lorsqu'on en consomme, on observe des comportements violents qui sont à l'origine d'innombrables agressions subies par les femmes, de la part de leurs compagnons qui agissent sous l'influence de la boisson. C'est un dépresseur cérébral qui agit rapidement et inhibe les fonctions neuronales dans beaucoup de parties du cerveau, tout en libérant de la dopamine et de la sérotonine. Et bien que l'alcool puisse arrêter une crise de panique à ses débuts, en faisant que celui que boit se sente bien, au moins pendant un certain temps, le problème est que s'il continue à boire, il finira dans l'addiction. Et cette dépendance perturbe ses sens en lui enlevant tout pouvoir de s'auto-contrôler, physiquement et émotionnellement. Ce qui est encore plus délicat dans tout ça, c'est que cette dépendance nous conduit à des réactions sauvages. Dans d'innombrables cas, l'alcool est une possibilité d'évasion à beaucoup de problèmes, dont on n'ose pas parler, et la meilleure façon de s'évader est de se saouler tout en perdant le contrôle de sa vie. Un autre facteur de violence est dû à une éducation déficiente et à l'ignorance, qui ne vont pas aider à contrôler les pulsions ou l'incompatibilité des caractères. Des neurologues ont conclu que le cerveau change et s'adapte en fonction des circonstances pour nous rendre généreux et humains, ou bien le contraire, mesquin et méchant. Tout dépend des pensées que nous alimentons dans notre mental. Si nous sommes incapables de contrôler nos pensées, le résultat est que nous serons soumis au diktat du mental. Et nous ne pourrons plus sortir de cette incapacité où s'installent les élucubrations mentales pernicieuses. Mais en dehors de ces attitudes sauvages que beaucoup de gens ne peuvent plus contrôler, en raison d'une agressivité grandissante et du manque de culture, se trouverait-il qu'en plus de leur ignorance, y aurait-il un motif pour lequel des actes instinctifs puissent avoir lieu? Ou s'agirait-il d'un problème de type neuronal? Les neurologues savent très bien que notre cerveau est 3 fois supérieur à celui des primates, et qu'il est constitué de différentes zones qui se sont développées au fil du temps. Au cours de ce processus évolutif, il a acquis de nouvelles fonctions et des capacités de plus en plus complexes qui ont abouti au développement du cerveau triunique, dont le cerveau reptilien ou le complexe reptilien que nous partageons avec d'autres mammifères et reptiles. Sa fonction basique est de déclencher nos mécanismes de survie les plus primitifs, tels que se protéger des menaces éventuelles, de se défendre ou de fuir pour se mettre à l'abri. Dans ce sens, on y a trouvé un lien avec ce qu'on appelle le gène du guerrier, qui déclencherait une attirance pour les situations à risque, et par conséquent une augmentation des comportements violents. Cette partie du cerveau reptilien, qui occupe 10% de notre masse cérébrale, n'est pas dotée de la capacité de réfléchir. Elle n'agit que de manière inconsciente, suivant l'instinct de conservation. Dans cet instinct se trouve la recherche du plaisir, et toutes ces sensations qui réveillent certaines pulsions animales et agressives. Des neurologues et neuroscientifiques éminents mettent en relief le fait que le cerveau reptilien va toujours de pair avec les addictions et les comportements complètement primaires, dans la mesure où il est instigé par le pouvoir, la force et la domination. Par conséquent, là où le besoin de pouvoir et d'hégémonie sera manifeste, le contrôle des émotions sera faible et l'influence du cerveau reptilien se démarquera de manière notoire. Ce fait est facile de corroborer chez les personnes de comportement instinctif, qui par nature sont énergiques et très orientées vers le monde extérieur. Cela n'empêche pas pour autant qu'elles soient toujours sur la défensive, car elles se sentent facilement blessées et trahies, ce qui fera qu'elles n'hésitent pas à réagir avec une agressivité marquée. Et bien qu'elles essaient souvent d'établir des relations sociales et de faire semblant d'une complicité accompagnée d'une ouverture exagérée,
Elle cache derrière ce comportement un intérêt camouflé et difficile à gérer. Une autre caractéristique du cerveau humain reptilien est le fort comportement territorial, qui pousse à défendre à tout prix notre fief et nos possessions. Or, cette protection, bien que de fois soit une conduite humaine pour se préserver, pour bon nombre de gens c'est la nécessité de cantonner avec zèle leurs effets personnels. Comme nous l'avons vu, l'instinct irrationnel géré par le cerveau reptilien nous conduit à renforcer notre sécurité par la défense et l'attaque, en particulier dans l'espace où nous évoluons, afin d'assurer nos foyers et nos biens. De plus, le cerveau reptilien cherche à être en accord au sein de la tribu à laquelle on appartient. Ainsi, des comportements rusés qui ne correspondent pas à ceux du groupe seront proscrits. Ainsi donc l'alliance sera privilégiée et les confrontations seront bannies, à moins de vouloir se disputer autour d'une saisie. Une autre attitude qui pèse lourdement sur le cerveau reptilien, c'est le fait de dire souvent qu'il s'agit de mon territoire. Ici je commande. Je suis au-dessus des autres. Si je suis arrivé là, c'est parce que je suis le plus fort. Il est bien connu de nous tous que le cerveau reptilien est provocateur, cherchant que personne ne s'en approche, car il considère que tout le monde doit se soumettre à sa volonté et à sa décision. C'est-à-dire, il cherche farouchement à maintenir son hégémonie et son pouvoir, même s'il doit soumettre sa propre famille. De la même manière, c'est la partie du cerveau qui nous pousse à établir une position hiérarchique, où l'on se bat pour être par-dessus les autres. C'est pourquoi une grande partie de nos décisions ne sont pas prises par la raison, mais par l'instinct de suprématie et de pouvoir. Et même si la raison veut par la suite chercher des excuses pour justifier son choix, sachons que c'est toujours le cerveau reptilien qui déclenche la décision. Cette quête de pouvoir et de commandement peut être observée non seulement dans le milieu social, familial ou professionnel, mais également dans les positionnements politiques, où l'on se bat ouvertement pour accéder à la plus haute fonction. À cet égard, le fait de discréditer voire abattre son adversaire est légitime, pourvu qu'il ne soit plus un obstacle pour celui qui veut accéder au pouvoir. Le cerveau reptilien est également celui qui détermine l'affinité avec une idéologie politique, de même que l'émotion, qui fait que les masses et leur voix, lors des scrutins, soient dirigées vers tel ou tel candidat. Bien souvent, le choix des gens répond plutôt à une propagande politique très subjective. D'autant plus lorsqu'on sait qu'à l'heure actuelle nos politiciens jouent avec leurs promesses non tenues. De nombreuses campagnes politiques cherchent à organiser de grandes concentrations pour attirer l'attention de l'électorat. C'est ici que le cerveau reptilien conçoit une stratégie bien axée sur la séduction des auditeurs trop crédules. Ces stratégies ambitieuses encouragent les participants à adhérer à des positionnements partisans, visant la défense du territoire, le respect des hiérarchies, et ce qui est plus triste encore, tout cela au nom de la liberté et de la démocratie. Si jamais ce plan n'aboutit pas, c'est alors qu'ils vont s'appuyer sur une astuce reptilienne, qui consiste à s'adopter une nouvelle méthode qui fait appel aux facteurs émotionnels, en même temps qu'à l'agressivité instinctive. Nul doute qu'ils savent parfaitement qu'avec cette ardeur de possession, ils pourront conserver leur territoire pour plus tard, combattant et dominant d'autres peuples sans défense. C'est à ce moment-là qu'ils chercheront un prétexte quelconque pour entrer dans la phase impérialiste d'invasion. Cela nous montre clairement que le cerveau reptilien s'est fait avec toutes les commandes de la domination mondiale et une amoralité déconcertante. À cet effet, l'appui indéfectible des médias officiels subornés va s'avérer très utile, en échange d'une grosse commission pour tout leur travail de désinformation. Ceci dit, il existe aussi une partie de la société plus consciente du double jeu politique, qui demande des réponses et des actes face à tant de mensonges et de démagogie.
Et comme elle fait preuve de discernement, elle sait bien ce qui cache les gouvernements, n'étant de ce fait si facilement séduite. Malheureusement, la majorité des personnes ne s'orientent pas la plupart du temps vers ce qui est correct et rationnel, parmi les options du cerveau. Mais leur choix se tourne vers le côté reptilien, dénué de compassion et d'empathie. Il s'agit là d'un moi grossier qui ne comprend que les grands contrastes, noir ou blanc, et rien de plus. C'est la raison pour laquelle l'industrie cinématographique, en parfaite maîtrise de la méthode du cerveau reptilien, réussit à vendre leurs produits à des milliers d'acteurs qui vont lui procurer d'énormes bénéfices, tout en dégénérant des millions de personnes ingénues, qui méconnaissent la conséquence de leur comportement. Nous parlons d'une façon d'agir pour bien contrôler les célébrités du cinéma, et s'en servir tout en profitant de leurs vices et plaisirs infrahumains. Le procédé manipulateur de l'industrie cinématographique repose sur la peur et la promesse de rendre quelqu'un célèbre, à condition que la personne en cause obéisse inconditionnellement. C'est pour cette raison qu'elle va s'assurer en faisant signer un document de confidentialité pour ceux qui débutent dans leur tout nouveau poste. Or, ce qu'ignorent ces subordonnés du grand écran, c'est qu'ils seront dédaignés et mis en décharge lorsqu'on n'aura plus besoin d'eux. Ces abus délibérés et excessifs ne se produisent pas uniquement dans le monde sordide du cinéma, mais on peut les trouver également chez les modèles qui participent aux célèbres défilés de mode partout dans le monde, et qui défilent avec un air hautain, portant des vêtements excentriques que personne ne mettra jamais. Mais les filles doivent obéir aveuglément si elles veulent garder leur poste. Peu importe leur apparence ridicule dénuée du bon goût esthétique. En fait, l'ambiance des défilés, même si cela peut sembler attrayant pour ceux qui veulent être à la mode, c'est un environnement plutôt vicié et maladif, où des jeunes personnes doivent se plier aux exigences de leurs promoteurs. C'est le cas d'un top modèle portugais, et l'un des grands mannequins de lingerie de la société américaine Victoria's Secret, qui a dénoncé la pression et les circonstances inconfortables qui subissent les modèles. Elle a avoué se voir contrainte
de faire des choses qu'elles ne voulaient pas. Ce qu'ils m'ont fait est inacceptable. Je me sens violée, abusée, ils m'ont manqué de respect en tant que professionnelle et en tant que femme. Elle a également déclaré qu'avant de devenir mannequin, elle a dû faire face à des situations très désagréables. Par exemple, lors d'une séance photo pour le magazine Lui l'équipe, lui a demandé de se déshabiller devant la caméra. Devant son refus à poser nue pendant la prise de photo, elle a fait l'objet de pressions très agressives pour la convaincre à accepter de le faire. Le mannequin, très affecté, a souligné l'importance de dénoncer ces abus lorsqu'ils se produisent, et a encouragé les modèles internationaux à en faire de même. Il y a aussi le cas de l'un des hommes les plus puissants et les plus influents du monde de la haute couture, le célèbre Kaiser ou empereur de la mode, Karl Lagerfeld, déjà décédé. Il a mis le feu aux poudres lors de ses déclarations qui ont fait le tour du monde, en disant qu'il ne comprenait pas la raison pour laquelle certaines stars ont mis 20 ans à se souvenir des abus du styliste et directeur de la création pour le magazine Interview, Karl Templer. Par ailleurs, plusieurs modèles ont dénoncé le harcèlement du photographe Terry Richardson, à New York, ayant comme preuve des images controversées aux connotations sexuelles, où on voit de très jeunes modèles dans des poses insinuantes. C'est pour cette raison que les principaux magazines de mode ont refusé ces travaux. On pourrait dire la même chose pour ce qui est du célèbre photographe Mario Testino, qui a photographié des célébrités telles que Diana de Galles, Gisèle Bündchen ou Madonna, ainsi que des membres de la royauté britannique. Il a été accusé par de nombreux mannequins de harcèlement et d'abus sexuels, étant donné qu'il leur demandait de poser nus, en affirmant que c'était le prix à payer pour triompher dans le monde de la mode. On connaît un cas similaire avec le photographe Bruce Weber, dénoncé aussi pour avoir abusé de modèles, et qui faisait déjà l'objet des plaintes déposées devant la Cour suprême de New York, pour harcèlement et comportements inappropriés à l'égard des mannequins. La réalité des faits a finalement été avérée. Un autre cas dont on a parlé est celui du mannequin brésilien, Gisèle Bündchen, qui suite à des scandales sexuels et à des allégations d'abus de la part de photographes et de hauts responsables de l'industrie, a avoué que dans ses premières années en tant que modèle, elle avait subi des crises de panique et même pensé au suicide, car elle n'en pouvait plus et ne voyait pas d'issue. Comment est-il possible qu'il y ait tant d'abus de pouvoir et de comportements inappropriés à l'égard des femmes ? Est-il impossible pour ces malades mentaux de contrôler leurs instincts passionnels provenant du cerveau reptilien ? Resteront-ils indemnes, suite à tant de dommages infligés à la société, à l'instar de ce qui se passe avec les pédophiles du clergé du Vatican ? C'est avec regret qu'il nous faut parler de ce grand traumatisme concernant l'abus des femmes, dont beaucoup pourraient être des filles ou des épouses dans nos vies. À vrai dire, beaucoup de ces femmes ont développé un sixième sens. Et c'est grâce à cela qu'elles ont pu avoir une vision plus large des choses, et même de prévenir des maladies et des accidents de leurs proches. Cependant, avec le passage des années et la décrépitude croissante de toutes les valeurs humaines et spirituelles, ce privilège d'intuition remarquable a été considérablement perdu. Et bien qu'un bon nombre de femmes essaient de conserver cette capacité dans leur cœur, le fait de vouloir garder leur statut de femme forte a mené à la disparition de certaines vertus, et elles sont souvent obligées de dire ce qu'elles ne pensent pas afin de sauver la face. Tout cela est dû à l'image de bonne personne qu'elles veulent afficher, et vu que les hommes n'ont généralement pas cette capacité intuitive et de perception, ce qu'ils font souvent c'est d'essayer de couvrir ou de discréditer ces quelques femmes pures de cœur, et dans leur action qui existe encore. Nous disons qu'il y en a de moins en moins, car malheureusement, une majorité grandissante de femmes ont perdu la sensibilité du cœur, du fait qu'elles ont été entraînées dans les vices et les dégénérescences par les hommes.
Ce grave problème social à ce qu'il paraît ne semble pas s'améliorer. Au contraire, le caractère féminin est devenu dans de nombreux cas insupportable. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'être contre les femmes, mais tout le contraire. Notre intérêt est d'essayer de sauver ce caractère simple, doux et assertif qui est en train de disparaître. Nous espérons sincèrement qu'il y aura une plus grande prise de conscience à propos de ce qui est dit ici, et que les hommes ne pervertiront plus les femmes. De sorte qu'au cours de ces dernières années de survie, une relation réussie homme-femme soit établie comme il se doit. Parallèlement, si nous faisons une brève analyse de la différence cérébrale, il est connu en neurologie que le cerveau des femmes fonctionne différemment à celui des hommes. Dans le cas des hommes, la communication neuronale au sein de chaque hémisphère est optimale, alors que les femmes ont une meilleure communication entre les deux hémisphères. On pourrait en déduire que le cerveau féminin est mieux équipé pour le traitement analytique et intuitif, et le cerveau masculin serait mieux équipé pour la perception et la coordination des actions. Aucune étude scientifique sérieuse n'a montré jusqu'à présent que les hommes soient plus intelligents que les femmes ou vice-versa. Ce qui montre qu'il n'y a aucune indifférence qui justifie une sorte d'exclusion sociale ou de mépris vis-à-vis des femmes. Et bien que hommes et femmes ne soient pas génétiquement identiques, ou que leurs corps ne soient pas égaux, le cerveau de la femme est plus petit en relation à son corps, et ses connexions se trouvent plus serrées. Ces deux hémisphères sont très similaires et communiquent très bien d'un côté à l'autre. C'est en quelque sorte la base qui lui donne la capacité d'avoir de l'empathie, et une connaissance plus directe et moins cartésienne de la réalité. Cela ne veut pas dire qu'elle n'utilise pas la raison, mais qu'elle a la capacité de percevoir plus intuitivement, comme nous l'avons dit avant. Autrement dit, les hommes et les femmes utilisent des voies différentes pour effectuer la même activité, mais nous sommes complémentaires, bien que nous remplissions des fonctions différentes. Le cerveau de l'homme est plus asymétrique, et ses connexions se trouvent plus séparées. Les fonctions de l'hémisphère gauche restent du côté gauche, et c'est pareil pour l'hémisphère droit. La communication entre les deux hémisphères étant moins puissante que chez la femme. De nombreuses études ont cherché à expliquer le sixième sens féminin, et ont découvert que cela pouvait être lié au fait que le cerveau des femmes est plus actif dans de nombreuses régions. En particulier dans le cortex préfrontal, ce qui expliquerait pourquoi elles ont de plus grandes capacités d'empathie et d'intuition. Cependant, les hommes ont enregistré davantage d'activités dans des domaines qui contrôlent la vision et la coordination, ce qui leur confère des qualités très différentes. D'autres recherches ont montré que les femmes sont plus intuitives en raison de certains facteurs biologiques hormonaux liés à la faible exposition prénatale à la testostérone dans l'utérus, ce qui les prédispose à être plus intuitives et moins réfléchies durant leur vie. Par contre, les hommes qui reçoivent plus de testostérone prénatale sont donc plus aventuriers et moins empathiques. Mais cela les aide à être plus réfléchis et plus analytiques, donc plus concrets, sans que pour autant, l'un ne soit meilleur que l'autre. Car parfois se laisser guider par l'intuition et par l'émotion peut nous donner de meilleures solutions. Dans d'autres cas, réfléchir sur un sujet et prendre une décision plus réfléchie pourrait s'avérer très nécessaire. Dans le même contexte, une étude récente menée par l'université de Cambridge indique que les femmes peuvent avoir cette capacité intuitive de percevoir et d'interpréter les émotions des autres, en raison d'une composante génétique qui serait inscrite dans notre ADN. Des scientifiques ont fait aussi une expérience qui montrait que la plupart des femmes pouvaient savoir ce que les autres pensaient en se basant simplement sur les sensations et les émotions, même lorsque les expressions faciales étaient floues ou ambiguës. Et ce n'est pas tout.
Elle pouvait aussi deviner ce que les gens ressentaient en regardant dans leurs yeux, d'où l'expression que les yeux sont le miroir de l'âme. Ceci obéit au fait que dans l'ADN féminin, comme cela a été publié par la revue Molecular Psychiatry, il existe un génome qui facilite l'empathie cognitive avec les autres, ou ce que nous appelons l'intuition féminine, qui est, en réalité, la capacité de faire une lecture très précise du regard. Il faut dire également qu'à cette époque de tant d'irrégularité et de vices, une grande partie de ces privilèges innés chez les femmes ont été fortement anéantis voire perdus, en raison d'un comportement débridé et libertin, propre d'un milieu obscur et traumatique. Tant que cette conduite débridée et dégénérative du cerveau reptilien ne s'arrêtera pas, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, tout restera pareil et pire encore. La dénommée musique hard rock est également imprégnée de l'atmosphère lugubre du cerveau reptilien, où bon nombre de gens naïfs finissent par tomber. Au sein de cette mouvance, il existe différents messages subliminaux ou directs, dont la fréquence est inférieure à celle de la perception, et qui sont destinés aux auditeurs inconscients. Bien que les messages chargés de densité et de bruit échappent souvent aux oreilles des participants, en proie à la folie, le subconscient de chaque spectateur enregistre le message, pour pouvoir plus tard reproduire la même chose qu'il a vue et entendue sur scène, avec sa famille et ses amis. Cependant, les gens présents ignorent complètement ce qui se cache derrière. Pour eux, ce n'est qu'une distraction amusante et rien de plus. Mais l'objectif des musiciens et du chanteur est bien différent. Pour eux, il est question de plonger les gens dans une atmosphère infernale, susceptible de provoquer par la suite chez le spectateur une rébellion contre les parents. Les gens sont donc encouragés à créer des affrontements de toutes sortes. Cela nous permet de comprendre pourquoi le cerveau reptilien et la dépendance au vice vont toujours main dans la main, ayant pour résultat un cerveau fragmenté, manquant d'harmonie, de fraternité et d'affection sincère. Voilà pourquoi des millions de gens piégés par ce cerveau primitif ne peuvent pas évoluer, même s'ils le souhaitent, car ils restent toujours aussi instinctifs, violents et irascibles. Tout ceci est dû au fait que le cerveau reptilien persiste à prendre des décisions irrationnelles, et non celles d'un esprit serein, pur et réflexif.